C'est trop bien. C'est bien. Ouais, vraiment. Alors, salut Nirza. Salut Coraline. Ça va? Ça va pas trop mal, c'est un peu l'automne. T'en as marre? Ouais. Déjà du mauvais temps? Ouais. Et toi? Moi, je suis en mode j'ai l'autre effet. Genre, il fait un peu beau, c'est cool. Alors, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci, toi aussi. Merci. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui n'est autre que Rebecca. Salut Rebecca. Salut Coraline, salut Lirza. Salut Rebecca, bienvenue. Merci à vous de m'accueillir, c'est cool. Avec plaisir, on est très contente que tu sois venue. Tu es donc députée au Grand Conseil et municipale verte à la ville de Prie. Du coup, aujourd'hui, on va un peu parler politique et de la vie merveilleuse des femmes dans le monde politique. Je sais pas si tu veux un peu nous raconter ton parcours, il me semble que finalement t'es un peu tombée dedans. Ouais, ou peut-être comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors du coup, j'ai commencé la politique il y a 10 ans, j'avais 20 ans, donc aujourd'hui j'en ai 30. C'est pour ça que non seulement je suis une femme en politique, mais en plus je suis une jeune femme en politique, ce qui accentue mon handicap, on va dire ça comme ça. J'ai commencé en étant conseillère communale dans l'endroit où j'ai grandi, à Bussigny. Je suis allée à une séance d'information et puis je me suis un peu laissée embarquer. 10 ans plus tard, je suis députée, j'ai déménagé de Bussigny à Prie, je suis devenue conseillère communale à Prie, puis municipale. C'est un parcours assez sportif, on va dire. Hein. J'ai fait beaucoup de choses assez vite. Je me suis engagée très tôt parce que j'avais aussi un peu de temps pour mon parti. Donc, je suis rentrée chez les Verts en 2013. J'ai commencé par être présidente des Verts de mon district en 2013. Voilà, j'ai tout de suite voulu m'engager, puis j'ai la chance d'être dans un parti qui permet quand même aussi de s'engager, parce qu'il y a toujours un peu de la place pour ceux qui ont envie de donner du temps et de l'énergie. Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau parti? Probablement, c'est un nouveau parti. C'est quand même un parti qui est un peu moins grand, donc qui n'a pas forcément beaucoup de force. Donc c'est vrai que dès qu'on a des bras qui ont envie de venir, on leur donne du travail. Donc c'est vrai que ça m'a permis un peu de m'investir. Et puis cet investissement, il s'est traduit après par des résultats électoraux, puisque quand je me suis présentée au Grand Conseil en 2017, j'ai été élue de manière assez surprenante parce que en fait, j'étais en haut sur la liste, mais pas non plus deuxième. Et puis surtout, notre parti a gagné un siège aux élections, qui fait que en fait, j'ai gagné le siège sur lequel je me suis assise. C'est du sur-mesure donc. C'est ça. C'était assez agréable. Et puis j'ai été élue au Grand Conseil. Puis après, de là, tout s'est un peu accéléré. Ma candidature à la municipalité ce printemps était relativement naturelle dans le reste de mon parcours. On parlait du fait que tu es et femme en politique et une jeune femme en politique. Est-ce que d'être élue municipale, ça t'a permis enfin de te sentir plus légitime? J'avais quand même une certaine notoriété par mes activités, par le fait que j'étais souvent présente, que j'étais très engagée, les gens commençaient à me voir un peu partout. Et puis, j'ai aussi quand même la chance d'être dans un parti dont l'électorat promeut mon type de profil, quoi. L'électorat vert, en ce moment, il aime bien voter pour des jeunes femmes, ce qui est très chouette. Tu as des privilèges en tant que J'ai femme. des privilèges. En fait, maintenant, il n'y a plus de place pour les hommes. C'est horrible. Mais oui, donc j'ai un peu profité de l'effet, puis d'envie de changement des gens, mais j'ai aussi quand même prouvé un certain nombre de compétences et d'engagement. Ça m'a permis aussi de prendre d'autres engagements au parti, parce que maintenant je suis plus présidente de ma section régionale, mais je suis membre de la direction des Verts vaudois. Je suis même trésorière. Okay. Je suis devenue chef du groupe des Verts au Grand Conseil cet été. Donc j'ai quand même pris pas mal de responsabilités au sein des Verts. Le fait est que député, on est quand même quelques députés assez jeunes, mais municipal, donc membre d'un exécutif, c'est quand même un peu plus rare. Et j'ai des gens de mon équipe, mais pas du tout mal intentionnés, qui étaient là, mais comment ça vous est venu en fait? Ça vous est venu comme ça un matin? Puis j'avais presque envie de dire oui. Je suis réveillée, j'ai eu la révélation divine, comme on a la foi, paf, municipale. Voilà. Et j'ai été élue. Voilà. Avec justement le fait que les jeunes femmes sont promues par l'électorat, notamment de gauche, c'est qu'on va dire, ouais mais bon, toi t'es un peu là quand même... Tu sais, t'es un peu la femme quota, quoi. Et puis à 30 ans, t'as pas l'expérience. En fait, quand même un peu plus que toi, en fait, finalement. Ouais. Enfin, oui, non, ça fait pas 32 ans que je suis au Grand Conseil, mais ça fait quand même 10 ans que je roule ma petite bosse en politique. Oui. Les coups, je les ai vus venir. J'en ai évité certains, j'en ai affronté d'autres. Je pense que ça va. Oui, puis est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose de pas être depuis 32 ans au Grand Conseil, quoi? Ouais, alors c'est la autre question. En fait, je ramène la question du sentiment de légitimité, parce que comme tu dis, ta jeunesse, entre guillemets,
accentue ton handicap de femme en politique, alors que j'imagine que des jeunes hommes de 30 ans en politique, on va plutôt les voir comme du talent brut, de la ferveur de la jeunesse, de la nouvelle génération, limite genre, le jeune génie naturel. Il y en a eu quelques-uns dans le parti, puis c'est vrai que c'était genre, oh, ouais, c'est trop des talents naturels. Oui, c'est ça. Voilà. Mais quel charisme. C'est ça. Par rapport à ton orientation politique, je me pose la question parce que moi-même, j'ai énormément changé et j'ai beaucoup bougé sur le spectre politique par rapport à moi-même il y a 10 ans. Des fois, je rigole à quel point mes convictions se sont transformées en fait. Mais toi, déjà très jeune, t'étais chez les Verts et les Vertes. Est-ce que tu penses que ça vient de ton contexte familial, de convictions que tu avais déjà très jeune? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours su que j'étais de gauche. Ça, c'était clair. Enfin, voilà, moi, je viens d'une famille assez modeste. Les enjeux d'égalité économique, etc., c'est des choses auxquelles je suis confrontée depuis petite. Après, où je me situais sur le spectre de gauche, ça a été un peu un questionnement qui s'est un peu précipité à l'université, en fait. Parce que quand j'étais à l'université, j'ai fait un peu partie de groupes de réflexion de gauche aussi, où il y avait des gens plus ou moins d'extrême gauche. Concrètement, ce qui m'a un peu convaincue d'adhérer aux Vertes et aux Verts, c'est des rencontres. C'est peut-être un peu barbare ce que je dis, mais pour moi, à gauche, on a quand même plus ou moins tous les mêmes valeurs. Puis après, c'est une question un peu de hiérarchie ou de priorité. Mais on partage un certain nombre de valeurs communes. Par contre, ce qui change beaucoup, pour moi, c'est vraiment la façon de faire de la politique. Et ça, j'étais vachement à l'aise avec la façon dont les Verts et Verts font de la politique. Et vachement mal à l'aise avec la façon dont d'autres partis font de la politique. Par exemple, t'aurais un... Bon, moi, j'avais fréquenté des milieux d'extrême gauche à l'Uni, puis ces conférences par des mecs sur le féminisme, ça m'a fait un peu... Pour moi, le paroxysme de ce genre de sentiment de légitimité, c'est quand Jean-Michel Deliveau avait été candidat au Conseil d'État en 2019 et il s'était déclaré candidat de la grève des femmes. Ah ouais. Moi, j'étais un peu là genre, mais non. Tu peux pas. Alors, je sais que ça fait bizarre pour toi, tu peux pas te sentir légitime. Mais en fait, tu ne l'es pas. Et c'était fou parce qu'en plus, il se présentait contre 2 femmes. Enfin, en tout, il y avait 5 candidats, 3 hommes et 2 femmes. Et lui, il était là en mode je suis le candidat de la grève des femmes. Ça fait un moment que je les fréquente plus, ces milieux d'extrême gauche. Mais quand je les fréquentais, il y avait vraiment ce truc où c'était... En gros, le féminisme, c'est une théorie comme l'anticapitalisme, comme tout ça. Puis du coup, si tu lis beaucoup de bouquins, c'est tu bon. peux être un spécialiste. Tu maîtrises, quoi. T'as gagné ton badge. Et puis t'as compris. Et puis tu vas leur expliquer. Ah bah ouais. Tu vas prendre un moment et tu vas le leur expliquer. Moi, quand j'étais à l'Uni, donc quand même plutôt en 2010, il n'y avait pas encore ce mouvement qui est venu après des États-Unis, des questions d'intersectionnalité. C'était pas aussi populaire en Suisse, en tout cas. Et donc, on avait peut-être un peu plus de mal à appréhender les questions de genre, mais aussi de racisme ou d'homophobie. Rebecca, pour les gens peut-être qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer vite fait la différence entre les féministes radicales et les féministes intersectionnelles en ce moment, mais en 2 mots? Le féminisme intersectionnel ou l'intersectionnalité, c'est un outil méthodologique qui pense les discriminations de façon multiple, c'est-à-dire qu'on estime qu'une personne, elle subit non seulement une discrimination fondée sur le genre, mais aussi d'autres formes de discrimination si elle est touchée. Par exemple, une femme noire subira à la fois du racisme et du sexisme. Tandis que les féminismes dites radicales, je trouve qu'elles n'ont rien de radical, mais c'est mon... Elles se pensent plutôt comme les droits des femmes comme une sorte d'universalité vers lequel il faut tendre, et puis en fait le modèle serait... le modèle de libération, féminisme libéral tel qu'il existe en Occident. C'est des courants qui vont considérer que porter le voile, c'est non féministe et du coup qu'il faut l'interdire pour libérer les femmes. Parce qu'à force de vouloir tout englober dans une théorie, ça invisibilise des questions et ça impose trop de choses, comme par exemple la question trans est compliquée aussi pour les radicales. Complètement, ouais. Il y a cette question de détruire la différence de genre, mais du coup, des fois ça invisibilise les problèmes liés au genre, et puis... dans une vision intersectionnelle, on va avoir aussi, pour moi, des solutions un peu pragmatiques. C'est de dire, on est multidiscriminé, il n'y a peut-être pas de solution idéale. Oui, dans un monde parfait, peut-être que tel ou tel phénomène n'existe pas, mais en l'occurrence, le monde, il n'est pas parfait. Il faut aider les gens, pas aider les concepts. C'est pas mal, pas aider les concepts, juste aider des vraies personnes. Mais moi, j'ai un peu l'impression que, dans ce milieu universitaire que je fréquentais en 2010, il y avait moins ces questions qui étaient posées, puis du coup... Voilà, on avait plus tendance à justement à réfléchir en termes de concepts, à désincarner un peu le féminisme. On n'était pas dans l'extrême de dire un peu à la libérale, non mais le féminisme ça sert plus à rien. Mais on était un peu dans ce truc où les différences de genre peuvent être réfléchies, et dès lors qu'elles peuvent être réfléchies, elles peuvent être portées par des hommes comme par des femmes. Il n'y a pas de différence. C'est un peu aussi ce débat qu'il y a en France sur est-ce que vraiment le racisme et le sexisme c'est important alors qu'il y a la lutte des classes quand même. Puis moi j'avais un peu ce sentiment à l'extrême gauche de se
truc genre ouais mais tout peut être ramené au fond à la lutte des classes. Non. Bah, c'est vrai que bon là autour de cette table on est 3 femmes blanches donc oui, tout on à fait. subit aussi moins le racisme. D'ailleurs c'est bien qu'on le dise, je me dis de manière même peut-être un rituel, on est blanche, on est cis, on est hétérosexuel, on est privilégié niveau économique, voilà. Mais je vais pas me présenter à la tête d'un truc pour les droits des Noirs. Non. Oui, c'est ça. C'est que tu vas pas tenir une conférence sur le racisme et sur, je sais pas. Parce que je l'ai réfléchi, quoi. J'ai lu des livres. Donc voilà pourquoi les verts, en fait. C'est un peu de la chance, un peu des personnes, puis surtout un peu une manière de faire, quoi. Tu commences ta carrière brillamment de part et d'autre et tu te retrouves maintenant comme municipale pour la ville de Prilly, donc. Comment ça se passe généralement? Comment on se retrouve à ces postes? Comment tu le vis maintenant que ça fait quelques mois que tu y es? L'opportunité, elle s'est présentée parce que au niveau de la commune, on a décidé avec les Vertes et les Verts de porter 2 candidats. On avait déjà une personne qui était à la municipalité, puis on voulait un autre siège, et puis qu'il s'est trouvé que parmi les personnes qui étaient intéressées, j'étais clairement le profil le plus expérimenté en politique, en tout cas, et puis celle qui allait amener plus de diversité aussi, justement, dans ce gremium. Après, voilà, il y a eu l'élection générale, là aussi c'est un peu de chance, un peu de travail, voilà, un peu de mérite, peut-être, ça je sais pas. Les élections c'est compliqué, mais parce que t'es porté aussi par des valeurs, puis voilà, maintenant il y a quand même plus de gens qui se préoccupent de à quoi la planète ressemble, donc on est porté par ça. Mais est-ce que vraiment c'est les meilleurs qui sont élus? Pas toujours. Ouais. Après je pense quand même que pour avoir été élue comme je l'ai été, il y a une certaine reconnaissance de mes compétences et puis de ce que ce que je pouvais amener à la commune. Et puis comment ça se passe? Ça va. Municipal, membre d'un exécutif en politique, ça veut dire 2 choses différentes. Ça veut dire qu'on est membre d'un collège, c'est-à-dire une équipe, là en l'occurrence de 5 personnes, qui décident ensemble pour des sujets importants. Ça veut dire aussi être directrice, en l'occurrence, d'un service. Donc j'ai vraiment un domaine de la commune où c'est moi qui gère, et j'ai un chef de service, en l'occurrence c'est un homme, et plusieurs personnes sous ma direction, hiérarchiquement, qui sont mes subordonnés. Donc toi, tu gères quel service? Alors moi, je gère le service tout à fait féminin des travaux. Travaux, ça veut dire tout ce qui est infrastructure publique, en fait, domaine public, voirie, espace vert. Ouais. Donc, c'est un service extrêmement masculin, dans lequel il y a quelques femmes qui travaillent, qui sont en fait toutes horticultrices, et il y a moi. Et voilà. Et on est 4 sur 30. Donc c'est un peu particulier. En plus, c'est un monde d'hommes. C'est des gens qui sont ingénieurs, qui sont employés de voirie, qui sont contremaîtres. Donc c'est des gens qui ont travaillé sur des chantiers, qui ont travaillé dans un monde d'hommes, toujours, qui ont été dirigés par des hommes. Donc je suis arrivée un petit peu en me disant à quelle sauce je vais être mangée, comment est-ce que je vais devoir imposer un peu ma légitimité. Alors à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. Tous ces garçons ont tout à fait été très contents que j'arrive. Alors je pense que j'ai bénéficié du fait que mon prédécesseur était pas très présent, il n'était pas tellement au taquet. Moi, je suis arrivée avec plein d'énergie, plein d'envie, plein de nouveaux projets. Et je pense que j'ai bénéficié un peu de ce changement avant-après qui fait que j'ai été bien accueillie. Tu étais une bonne nouvelle, en fait. J'étais une bonne nouvelle. Ouais. Et du coup, le fait que je sois une femme est clairement soit passé au deuxième plan, soit a été complètement intégré comme normal et ok. Pour l'instant, au sein du service, j'ai pas vraiment encore eu de problèmes sexistes. Ouais. Mais après, ça fait que quelques mois, donc ça peut clairement encore arriver. Non, mais on va pas chercher la petite bête. Si ça se passe bien, on prend toutes les victoires. On prend toutes les victoires. Non, mais des remarques sexistes, j'en aurais sûrement, mais c'est pas très grave. Parce que ce qui compte, c'est qu'il y a personne qui a remis en question ma légitimité. Ouais. Dès qu'il y a une décision à prendre, ils m'appellent. Dès qu'il y a un truc qu'il faut faire, ils m'appellent. Et puis, ils me disent, qu'est-ce qu'on fait ? Et si je leur dis A, puis qu'eux, ils voulaient B, il faut quand même A. Toi, ça se passe bien au niveau de la gestion de service, mais on sait qu'il y a des soucis dans ta position de chef de groupe des Verts dans le Grand Conseil. Et je m'étais fait une réflexion, c'est que nous, quand on a discuté, par exemple, des problèmes sexistes dans le milieu de la construction, finalement, les enjeux sont plus petits que dans ton cas. C'est que moi, finalement, quand je me bats dans mon milieu professionnel, c'est pour améliorer mes conditions de travail. Et finalement, l'enjeu reste assez limité. Mais je me dis, toi, t'es là, vous faites partie d'un groupe où vous prenez des décisions qui ont un impact quand même large dans la communauté. Quand quelqu'un avec qui tu travailles pour la communauté te fait une remarque sexiste, je pense que ça doit prendre des tripes à un autre niveau. J'imaginais. Oui et non. En fait,
non, dans un sens où moi, ça finit par être aussi mon milieu professionnel. Donc, je pense que ça m'atteint aussi un peu de la même façon, c'est-à-dire que ma qualité de vie au travail, elle est détériorée parce que j'ai ce genre de remarques. Mais oui, parce que tu te dis, purée, on doit prendre des décisions avec ces gens-là, puis c'est comme ça qu'ils me traitent, en fait. Puis c'est comme ça qu'ils considèrent la moitié de la population. Et effectivement, alors il y a en tant que chef de groupe, mais il y a aussi justement en tant que municipal, membre d'un collège, c'est compliqué. Alors heureusement maintenant on est 2 femmes, avant elle était toute seule la pauvre franchement. Mais au sein du collège municipal, on est 5 et vraiment il y a des gens qui supportent assez mal que des jeunes femmes de 30 ans aient ce genre de poste. et en plus elles ont l'audace d'avoir un avis. En plus elles le donnent. Ouais, non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Puis elles prennent des décisions. Comment ça se manifeste, ça ? Enfin, comment tu le vois ? Alors, clairement, quand je suis arrivée à la municipalité, il y a eu un peu une animosité, pas un accueil super cool, quoi. C'est vrai qu'on avait... les élections ont fait que quelqu'un n'a pas été réélu, ça n'a pas forcément été facile pour lui. Ça, je peux comprendre que personnellement, c'est peut-être un peu compliqué. Après, le deuxième truc, c'est que il y a eu plusieurs un peu mini-incidents... avec un de mes collègues à la municipalité. Et vraiment, à chaque fois, c'était « Mais toi, tu peux pas savoir, t'es trop jeune pour comprendre. » ok. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et puis, c'est toujours un peu l'argument pour me dire que je suis pas dans la réalité des choses. Enfin, récemment, hier, il y a 24 heures, on discutait mobilité, parce qu'évidemment, la mobilité, c'est un gros sujet. Et place de parking, gros sujet. Et il y avait ce truc où je disais « Mais la voiture, au final, c'est plus cher que d'aller en transport public pour des familles. » Et non, non, tu sais pas ce que c'est la famille, tu sais pas ce que c'est de vivre avec une famille, t'es obligé d'avoir une voiture. Non, tu peux être obligé pour d'autres raisons, pour des raisons de praticité, de devoir aller dans des endroits improbables, peut-être. Mais d'un point de vue des coûts, le transport public est moins cher. Punct. En plus, c'est un truc qui, je veux dire, noir sur blanc, ça se calcule. Hein. Mais en fait, je disais, mais il y a plein d'études qui montrent ça. Ah non, mais les études ne supportent pas d'être confronté à la vraie vie. Tu verras quand t'auras une famille, quoi. C'est un peu donc ce on va truc. tout de suite tenter de délégitimer ton propos en mode t'en sais rien, t'as pas de famille. Et surtout en mode les chiffres mentent, quoi. Alors que c'est généralement le truc en lequel tout le monde. Mais c'est ça, c'est croit, vraiment quoi. Les faits, on s'en fiche parce que c'est toi qui les dis. Parce que c'est toi qui les dis, quoi. Enfin, franchement, c'est un scandale. Quand on avait un peu préparé cet épisode, je faisais face à ma naïveté de me dire que si t'étais dans un parti de gauche, tu étais forcément entouré de gens progressistes, antiracistes et des féministes engagés. Et il se trouve que tu m'as assez vite... Rebecca a cassé tes rêves un soir. Rebecca a cassé mes rêves communistes fantasmagoriques d'une société bienveillante, exceptionnelle dans laquelle je pourrais vivre un jour. Ouais, ça c'est aussi un spoiler alert. Non, les partis de gauche sont pas moins sexistes. Voilà. C'est la fin de l'épisode. On devrait juste mettre la musique et... Des fois, c'est presque pire, dans le sens où il y a vraiment ce truc où justement, c'est documenté, on sait... la lutte pour l'égalité, c'est quelque chose qui fait vraiment partie des Vertes et des Verts depuis très longtemps. Ouais. Donc c'est un thème qu'on met sur la table dans tous les programmes, mais vraiment pratiquement à chaque assemblée, il y a un truc sur l'égalité. Enfin, vraiment. Et en fait, ça légitime des fois plus ces messieurs à se dire « Ouais, non, mais bon, je sais. Ouais, c'est ça. Moi, je sais. » On en fait assez, de toute façon. Maintenant, il y a du sexisme anti-homme. Ça, je l'ai entendu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc chez les Verts et les Vertes, il y aurait du sexisme anti-homme. Comme si c'était un truc qui existait. C'est un fléau. On n'en parle pas assez. Je pense que du coup, ces gens, ils obtiennent le même badge que tes camarades de parti un peu extrême gauche. Justement, se dire, j'ai lu 2 bouquins, je comprends le problème, j'ai mon badge de féministe pour toute la vie. Parce que j'aurais jamais besoin de me remettre en question plus que ça. Enfin, il y a quand même un peu ce truc du féminisme désincarné, quoi. Ouais, mais moi, c'est pas du sexisme. C'est autre chose. Puis c'est vrai que t'es pas très souriante, quand même. De nouveau, citation. Non. Peut-être le gars, il a tout compris, vraiment. Mais s'il l'utilise pour, encore une fois, dominer sur une femme, mec, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, clairement. Après, moi, je pense qu'ils ont pas compris, honnêtement. Enfin, mais ça, c'est peut-être aussi ma naïveté. Moi, j'ai l'impression que c'est... Oui, parce que s'il avait compris, il ferait pas ça. J'ai envie de croire que c'est pas malveillant. Ouais. Mais c'est pas bienveillant non plus. Ouais. C'est vraiment ce truc où c'est complètement intégré que en tant que jeune femme, je suis pas forcément légitime et du coup ils peuvent complètement passer outre mon avis, ça on s'en fout complètement, mais surtout
un peu mon statut. La première séance où j'étais chef de groupe, c'était un petit peu sportif, mais il y a vraiment eu ce cas de figure où la secrétaire du groupe était en vacances, du coup c'était un peu, voilà, on s'est un peu organisé comme on pouvait, on n'avait pas fait l'heure du jour avant qu'elle parte, parce que si on était organisé, ça se saurait. Mais voilà, on a dû envoyer un ordre du jour que j'ai dû faire moi pendant le week-end, donc c'était quand même un petit peu sport. Donc, les secrétaires sont très importantes. Les secrétaires sont indispensables. C'est un travail à valoriser. C'est clairement un travail à valoriser. Je le mets là. Et du coup, on envoie cet ordre du jour aux députés. On fait aussi, au sein du groupe des députés vertes, on tourne les présidences. Donc la séance du groupe, elle est présidée à chaque fois par une personne différente pour éviter que ce soit toujours le ou la chef de groupe. Et concrètement, on envoie aussi l'annonce de qui sera président. Et voilà, on envoie ça le vendredi tard. Lundi, en milieu de journée, je reçois un premier mail d'un collègue qui me dit « Ah, mais il me semble que tu as oublié quelque chose à l'ordre du jour du truc. » Puis je dis « Ah, peut-être. » De toute façon, au tout début de la séance, on fait toujours le point sur l'ordre du jour, puis on regarde ce qu'il peut ajouter. Donc, je te propose de t'exprimer à ce moment-là. 10 minutes après, il a écrit à tout le monde pour dire « Attention, ce point-là a été oublié dans l'ordre du jour et il est primordial. » Alors qu'il venait de te le dire et tu venais de lui répondre. Exact. Et c'était vraiment... Pourquoi ? Est-ce que c'est pour montrer à tout le monde que tu fais pas bien ton travail ? Il y a clairement de ça. Il y a clairement du... Moi, je sais, puis je veux montrer que je sais. Puis c'est quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il sait. À cela, c'est ajouté que la personne qui devait être président a répondu à tous en disant « Oui, d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit à moi de présider parce que j'ai fait ça il y a 6 mois, alors bon, gna gna gna. » On avait écrit dans le mail de base que notre secrétaire était pas là, puis que du coup, voilà, on avait un peu bricolé, puis qu'on faisait comme on pouvait. Je sais pas, réponds-moi que c'était pas à toi, puis en même temps, je sais pas à qui c'est, donc ce sera à toi, puis tais-toi. Mais ce truc de semer un peu la merde, quoi. Clairement, notre ancien chef de groupe, c'est quelqu'un qui a fait ça pendant 10 ans, qui était un homme. C'était jamais arrivé. En plus, on est un duo, hein, moi, je suis chef de groupe et j'ai une vice-chef de groupe qui est aussi une jeune femme. En plus, on a le même âge. Non, vraiment, le profil, ça va pas. On est en train de se regarder... qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, quoi. Mais il y a un truc que t'as dit là, ça me touche au fond du cœur, parce que t'as dit, j'ai envie de croire que c'est pas malveillant, mais en même temps, c'est pas bienveillant. Enfin, c'est ce truc toujours, non, mais c'était pas parti d'une mauvaise intention. Et il y a cette citation, je sais même pas de qui c'est, mais genre, on vit dans un monde tellement individualiste que ça permet aux gens, en général, de s'en foutre des autres, mais tout en gardant l'illusion que c'est des bonnes personnes. Et pour moi, en fait, les deux trucs sont liés, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui me disent « Non, mais ça part pas d'une mauvaise intention », des trucs misogynes typiquement, ou sexistes, ou qui ont un impact négatif sur les femmes. Et je suis là, d'accord, mais est-ce que tu avais une bonne intention ? Et c'est ça la question qu'on me pose pas, parce que c'était pas une mauvaise intention, ça veut juste dire que tu agis un peu comme ça, puis c'est un peu genre advienne que pourra, puis les conséquences du coup de mes actes sont pas de ma responsabilité. Alors que ça devrait l'être, en fait. Peut-être une intention neutre ne suffit pas, ou juste parce que le mec veut juste montrer que lui, il sait faire, sans penser à l'impact que ça a sur toi, que tu viens de commencer à présider. Ok, t'étais peut-être pas malveillant, mais t'étais pas bienveillant non plus. Du coup, les conséquences de tes actes sont méga négatives. Du coup, fuck you, quoi. Clairement. Oui. Et puis, il y a ce truc hyper paternaliste où, là, en l'occurrence, on parle quand même de deux hommes qui sont bien plus âgés que moi, puis qui me font « Oui, mais je voulais t'aider. » Vous savez, c'est vrai que m'afficher devant tout le monde, ça m'aide vachement. On connaît l'étiquette à adopter pour un email. Si tu mets tout le monde en copie, enfin, désolé, t'as envie d'afficher les gens, c'est tout. Ouais, c'est clair. Enfin, il y a 20 ans, on pouvait encore dire qu'on savait plus pas envoyer des emails. Maintenant, c'est un petit peu trop tard. Oui, non, maintenant, c'est bon, quoi. Enfin, genre, fais pas genre, t'as mis 25 personnes en copie par hasard, quoi. Clairement. Il y a eu plusieurs épisodes depuis de ce genre-là. Un des gentleman's agreements de ce genre de poste, c'est que normalement, quand tu prends la parole pour être dans un sens plus ou moins contraire ou nuancé par rapport à la position que le groupe a exprimée, tu le dis. Tout le monde peut s'exprimer, même pour dire quelque chose qui est complètement rien à voir avec ce que moi je viendrais de dire. Mais la politesse, c'est de le dire. Puis de venir dire, voilà, j'ai une position nuancée, j'aimerais l'exprimer. Et plusieurs fois, c'est arrivé que je découvre que les gens sont pas d'accord. Que les gens sont pas d'accord en plein homme. En fait, ce qui est désagréable, c'est qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui viennent me voir, puis même qui renoncent à parler parce que je leur ai dit... Enfin, mais même parce que j'ai discuté avec eux. Une fois, il y en a un, il est vraiment chou, il vient me voir, il fait « Ah, je suis pas d'accord, je vais prendre position contre un truc, en plus d'un autre groupe, mais allié. » Puis je fais « Ok, mais peut-être sois pas trop agressif, c'est tout. Enfin, voilà, c'est nos alliés, donc si tu pouvais éviter de les insulter, ce serait bien, mais c'est un peu la seule limite, quoi. Ouais. Non mais t'as raison, je vais pas prendre la parole. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Okay. Mais tellement chou, vraiment. Genre non, je veux pas t'embêter, alors je prends pas la parole. Bon ok, c'est gentil. Trop mignon. Puis de l'autre sens, t'as des gens
ah ouais, non, c'est trop n'importe quoi ce que vient de dire Rebecca. Ah, merci beaucoup, c'est super. Vraiment. Puis surtout en politique, c'est important. Tu fais pas de la politique si t'es effrayé au plus profond de ton âme de la confrontation. Bah ça, et puis tu sais que l'image est importante en politique. Ouais. Moi, je pense vraiment au fond de moi que c'est eux qui ont l'air bêtes, et puis pas moi dans ce genre de cas. Mais tu t'es pas senti bien pendant un petit moment. Oui, mais quand même, ouais. L'autre gentleman's agreement, c'est que c'est moi qui normalement porte justement la voix majoritaire du groupe, sauf décision contraire. Enfin, ça arrive assez souvent que ce soit chez nous plutôt le membre ou la membre de la commission qui s'est chargé de l'objet qui parle. Mais quand il n'y en a pas, ou quand c'est un gros objet, c'est en général le ou la chef de groupe, donc en l'occurrence moi. Puis là, récemment, il s'est passé ça aussi. Il y avait un objet qui n'a pas passé en commission. Enfin, j'avais demandé la parole au nom du groupe, et puis il y a un autre gars qui a pris la parole, puis qui parle le jeu des hasards d'appuyer sur le bouton et passer avant moi, qui a fait la position des verts, alors que c'était clairement à moi de le faire. Et il a pas remis en cause sa propre légitimité à faire ça. Après, c'est aussi des fois le problème qu'on a quand on vit un peu du sexisme tout le temps. Tu sais jamais trop comment prendre les choses. Alors je pense que la plupart d'entre nous, on donne aussi un certain nombre d'excuses, justement, pour pas nommer ça. Mais en même temps, après, ça te fait tout remettre en question tout le temps. Enfin, déjà, c'est fatigant pour nous. Puis il y a un peu un syndrome de persécution. C'est-à-dire que quand tu vas dire à ces messieurs, écoute, là, je pense que c'est clairement lié à moi, au fait que ce soit moi, puis c'est sexiste. Oui. Et ils vont toujours te dire, Non. pas du tout. Bien sûr que non. Pas du tout, c'est pas du tout du sexisme, mais tu te rends compte, ça fait 35 ans que je m'engage pour cette cause. Oui, tout à fait. C'est évident. Tu peux pas comprendre parce que toi t'as 30 ans. Voilà, mais... déjà. Et tout. Ou alors, l'autre excuse, c'est oui, j'ai pas vu ton micro clignoter, alors je me suis dit que tu ne prenais pas la parole et donc que je pouvais moi le faire. Et là, mais si tu viens de me demander si vraiment t'as un doute. Je veux dire, Ouais. on est au début du débat, il y a encore plein de monde qui vont demander la parole, tu viens juste me demander. Puis si je te dis, ah non, j'ai pas prévu, fais-le, Puis si tu dis en fait en plus que c'est entre guillemets la tradition que ce soit la chef de groupe qui donne la position, dans quel monde tu te dis que je vais le faire parce que j'ai appuyé le bouton plus vite quoi. Ah mais ouais, dans le leur. Dans le monde du patriarcat. Dans le monde dans lequel on vit. Puis toi, Rebecca, t'avais aussi quelques instances de mansplaining. Est-ce que tu pourrais peut-être profiter pour expliquer c'est quoi le mansplaining et l'illustrer avec un cas personnel? Non, alors le mansplaining, c'est le fait pour des hommes de reprendre la parole pour dire exactement ce que vous venez de dire, mais en mieux. Parce que, je sais pas, ça se dit avec le pénis. Ça doit nous échapper. Concrètement, le monde de gauche n'est pas exempt. Hein, ça, vraiment. Alors, le mansplaining, c'est vraiment l'exemple de sexisme que j'ai tout le temps en politique. C'est vraiment, il y a ça, et puis un peu de harcèlement sexuel. Ça, c'est vraiment les deux trucs. C'est vraiment bien en politique. Un petit harcèlement sexuel comme ça pour égayer un peu ses journées de temps en temps. Et puis sinon, le mansplaining. Mesdames, si vous voulez vous lancer en politique, attendez-vous à du mansplaining et un petit peu de harcèlement sexuel. Voilà. Ça, c'est moins rigolo peut-être quand même. Mais en fait, ça m'arrive presque à chaque fois que je prends la parole dans un groupe. Ça arrive un petit peu moins, ça, il faut quand même le dire, dans l'exécutif. Mais que ce soit dans le groupe des députées, que ce soit au conseil communal, que ce soit partout, à chaque fois que je prends la parole pour dire un truc, il y a toujours un mec derrière pour dire « Oui, alors je trouve que Rebecca l'a dit, c'était très bien, mais quand même... » Et puis redire la même chose. Une fois, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je vais pas mansplainer ce que vient de dire Rebecca, mais quand même !» C'est vraiment ça commence comme le « je suis pas raciste, mais... » Exactement. C'est genre, tu sais ce qui est derrière, c'est là « Oui, c'est raciste. Ouais, oui, c'est voilà. du mansplaining. » Mais il y avait ça, et puis un jour, j'ai décidé que zut, c'était une séance de groupe où il y avait vraiment beaucoup d'hommes qui avaient pris la parole pour dire beaucoup de conneries. Ça m'a vraiment cassé les pieds. Et même celui qui présidait avait, soi-disant pas vu, mais avait pas donné la parole aux deux seules filles qui avaient levé la main. Enfin, à un moment, il donne la parole encore à mon voisin, puis je dis bon, stop, enfin, j'ai levé la main depuis genre 3 minutes, c'est bon quoi. Enfin, ouais. En plus, il est à côté de moi, je l'ai vu lever la main après moi. Enfin, donc maintenant, c'est moi qui parle. Et puis en plus, ce que je voulais dire a déjà été dit, mais je vais quand même le dire. J'ai womansplainé et j'y ai pris un tel plaisir. Et puis tu disais que les autres s'en sont même pas tant rendus compte en fait. Ah non, alors ils se sont pas du tout rendu compte que j'avais répété. Par contre, là, j'ai fait mon petit scandale, puis j'ai dit, écoutez, là, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est le septième mec qui prend la parole, alors qu'on est moitié-moitié dans ce groupe. Il y a un vrai problème, et soit on prend des mesures, soit vous vous calmez.
en fait. Ouais. Et puis maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais j'en suis quand même à me demander si on devrait pas prendre des mesures du genre parole alternée ou ce genre de choses. Quoi. Ouais, genré, quoi. Exactement. Parce qu'on est 10-10. C'est pas comme si on avait 4 nanas pour 15 mecs, puis là, je comprends que t'auras jamais la parole. Et là, ils vont dire, non, mais c'est juste un hasard, les mecs, ils ont plus de trucs à dire. C'est ça, c'est pas de notre faute si vous avez rien d'intéressant à dire. C'est juste les hommes sont plus compétents. C'est ça. Fin de l'épisode. D'ailleurs, il y avait des nouveaux ce jour-là, et vraiment, ils m'envoyaient des messages, genre, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, des fois, bon, ça, c'est un peu la magie des groupes politiques, mais des fois, t'as des réactions super surprenantes, limite réactes. Oui, tu vois que derrière les croyances, j'ai envie de dire politiques, il y a la société, quoi. En fait. Bêtement, les gens sont là, genre, oui, les femmes, égalité, et puis en fait, d'un autre côté, ils se remettent. C'est ce côté à se dire, je suis engagé dans un parti de gauche qui croit en l'égalité, donc je peux pas faire du mansplaining ou prendre tout l'espace. Parce que je suis pas comme ça. Bah oui. C'était pas une mauvaise intention. C'est un peu, j'ai un ami noir, mais c'est un peu des fois, ma femme, elle est féministe. Ouais, c'est Ma clair. femme, elle s'est engagée dans la grève des femmes. Ouais. And- Elle a raison. Ouais. Puis en fait, dans leur bouche, ça a l'air d'être un argument. C'est ça qui me fascine. Parce que des fois, t'as de mauvaise foi en politique. Ça fait partie un peu du débat, mais c'est le débat public. Le débat purement privé entre 4 murs qui sortira jamais, je vois pas en quoi ça t'amène d'être de mauvaise foi. Ou alors c'était devenu comme ça de mauvaise foi, intrinsèquement. Oui, c'est ça. Fin de l'épisode. Combien de temps peut-on faire cette blague avant que ça saoule tout le monde? Mais il y a pire que du mansplaining, vu qu'on parlait de harcèlement sexuel tout à l'heure. T'as des trucs fun à nous raconter aussi, non? Spoiler alert, ça concerne aussi les partis de gauche. Les verts aussi. Enfin, en fait, ça, j'ai appris assez tôt. Parce que du coup, bah voilà, j'ai été élue au Grand Conseil, j'avais 26 ans. Donc, j'étais une petite jeunette, quoi. Ouais. Bon, maintenant que j'ai quand même un tout petit peu plus d'expérience dans la vie aussi, puisque à 26 ans, enfin, tu vois, j'avais mon premier boulot. Tout dans ma vie était un peu premier, quoi. Je me souviendrai toute ma vie de genre, le premier objet que j'ai déposé, donc ça faisait à peu près 1 an que j'étais au Grand Conseil, un peu moins. Et c'était une motion pour demander à réviser la loi sur le patrimoine bâti et la biodiversité. Il y a toujours une commission qui siège pour savoir si c'est pertinent ou pas, ou non, le renvoyer ensuite au Conseil d'État. Ça, c'est une décision qui va être prise par le plénum. Ouais. Donc il y a toujours ces 2 étapes. Et j'arrive à la commission, c'était mai, j'avais mis un t-shirt, mais alors vraiment un décolleté rond, pas non plus quelque chose de super... Enfin voilà, j'avais pas un décolleté jusqu'au nombril. Puis même. Mais bon. Mais bon, voilà. Et j'arrive, première commission, j'avais 26 ans et demi, et vraiment, il y a le type, il me serre la main, puis il regarde dans mon décolleté, puis il fait « Ah, c'est cool, c'est le printemps !» Et j'ai passé la commission à remonter mon pull. Vraiment comme si... Enfin, tu sais, comme si les gens qui tirent leur jupe parce qu'on leur a fait une remarque. Ah oui, quoi. bah oui. Et j'étais vraiment genre là, putain, ok, je mettrai plus jamais ce pull au Grand Conseil. Et depuis, je choisis soigneusement mes habits quand je vais au Grand Conseil. Parce que je sais qu'il y a plein de choses que je peux pas mettre. Et, deuxième anecdote, vraiment, il y a une fois où je me suis dit, c'était au mois de juin, il faisait ultra chaud, et puis j'étais un peu là... Voilà, je m'étais acheté une nouvelle robe, qui arrivait au-dessus des genoux. Donc j'étais un peu là, pour le Grand Conseil, c'est un peu court. Puis après, je me suis dit, mais ça me saoule, j'en ai marre. Et puis, je me suis un peu dit, mais en fait, si quelqu'un fait une remarque, ça dira plus sur lui que sur moi. Je suis partie avec ma robe. Je suis arrivée, vraiment, littéralement, devant le Grand Conseil. Et il y a un député, de mon groupe en l'occurrence, qui a fait « Ah, Rebecca, t'as des jolies jambes, on voit que c'est l'été !» C'est des jambes. Ouais, déjà, c'est des jambes. Déjà, ça fait calme-toi. 3 ans que je fais attention à chaque fois que je m'habille. Il y a une fois où je me dis que peut-être ça va être, et bam. Non, en fait, non, ça peut jamais aller. Ça peut jamais aller. Et puis, je lui ai répondu parce que du coup, là, j'étais prête dans ma tête à recevoir potentiellement une remarque. Et du coup, j'ai dit, mais tu sais, ce matin, quand je me suis habillée, je me suis dit que j'aurais peut-être des remarques. Puis je me suis dit que ça dirait plus des gens qui m'ont fait des remarques que de moi. Ouais. Il a dit quoi? Et il s'est retrouvé un peu comme un con. Mais c'est pas méchant. C'était pas mal intentionné, ouais, bref. D'où c'est ok de mater le décolleté d'une meuf et de dire genre c'est cool, c'est le printemps. Moi je vois ça, mais genre ça me fait rire et ça me glace le sang en même temps. Ça me glace le sang aussi. Vraiment, il y a vraiment une partie de moi, je sais pas, genre t'as un frisson de dégoût quoi. Enfin, c'est un peu comme si on matait le cul de nos collègues. Enfin, on fait pas ça. Si tu le fais, tu le gardes pour toi. Oui, alors déjà, si tu le fais, tu le gardes toi, mais même dans un contexte professionnel, c'est quand même un contexte où la sexualité a pas beaucoup de place, quoi. Non, la sexualisation non plus, en général. L'histoire, elle est pas tout à fait finie, donc je vais au Grand Conseil, on me fait une remarque sur mes jambes, je réponds.
le soir, on a une conversation au groupe du conseil communal justement sur le harcèlement sexuel, un peu, enfin je sais plus pourquoi exactement, mais un peu sur le genre en politique. Et puis là, on a de nouveau un monsieur, il n'y a plus de problème de sexisme, moi aussi on m'a fait des remarques sur mes habits. Ouin, 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 ouin. Enfin là, vraiment, j'étais là, tu sais quoi? C'est arrivé aujourd'hui. Et en plus, je suis toujours habillée de la même façon, donc Voilà. tu peux voir. Puis je lui ai dit surtout, mais tu vois, la différence entre toi où on te dit que ton t-shirt, ça va pas, et moi où on me fait une remarque sur mon corps, c'est que toi, on t'a fait une remarque sur tes goûts vestimentaires. Oui. Moi, on m'a fait une remarque, on m'a sexualisée, on m'a objectifiée. Ouais. Je suis devenue... J'ai quitté le rôle de femme politique, déjà d'humain, et j'ai pris le rôle d'objet sexuel. Donc, toi, on t'a juste dit que pour ta fonction, ce t-shirt, peut-être pas. Voilà. Bon, tu peux aussi te dire, ouais, bon, bah, tu t'en fous. Ou alors, bah, ça te touche. Effectivement, je suis triste pour toi, mais bon, si tu respectes pas certains codes, ben, des fois, t'as des remarques. T'as des remarques de non-respect de code. On n'a pas nié ton Ta statut dignité. d'homme politique, en fait. Et on n'a pas nié ta dignité, quoi. Puis là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit déclic dans la tête. Il a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas la même chose. Puis vraiment, moi j'aimerais vraiment dire que c'est vraiment glaçant en fait, comme tu disais, Coraline. Ouais. Parce que ce truc du regard des autres, qu'on a juste trop l'habitude, comme tu disais Coraline, depuis que t'as une conscience, t'as trop l'habitude qu'on te fasse des commentaires sur ton apparence et qu'on t'apprend que toute ta valeur se résume à ta sexualité et puis à ton corps en fait. C'est horrible quand on te ramène encore et encore et encore à ça. Et puis comme toi, tu fais des avancées, t'es là, tu commences à avoir d'expérience, tu commences à avoir une place et bim, on te ramène à ça. Ouais, complètement. Ouais, c'est dur parce que t'as l'impression que c'est le mythe de Sisyphe, quoi. Tu pousses toujours ton caillou et puis, Oui. et puis tu sais que, Ouais. tu sais encore que tu peux pas t'habiller de certaines façons, que tu peux pas être d'une certaine façon, que... Puis alors, ce qui est difficile des fois à gérer, c'est que justement, ça dépend un peu du milieu. Il y en a qui osent plus que d'autres, Oui. il y en a qui vont que le penser et puis avoir un regard super lubri. On a un radar ultra fort là-dessus. Ouais. Moi, je veux dire qu'on dit un regard chelou, je le vois. Hein. C'est clair. C'est pas parce que tu dis rien Oui. qu'on le voit pas, quoi. Ouais, messieurs, vous n'êtes pas discrets. Oui, c'est Si ça. jamais. Ça me fait penser à juste un mème que j'avais vu où c'était écrit c'est l'été, les gars qui vont nous voir en débardeur, puis c'était écrit Welcome to the Hunger Games. Et je pense souvent à ça, surtout quand je vois justement ce côté où tout d'un coup t'as mis un débardeur et une jupe, et c'est pas gérable quoi. Enfin, dans la rue. Et puis c'est comme tu dis, tu vois, c'est le côté genre, c'est pas parce que vous dites rien qu'on le voit pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de gens random qui me font des remarques sur mes tenues. Mais les regards, ça va pas du tout, quoi. Mais tu vois, c'est le truc, c'est comme tu disais avant, Lirza, un peu ce côté, quand je suis à mon boulot et puis qu'il y a des trucs nuls qui m'arrivent et que j'essaie de me battre pour que ça change que ma condition. Je suis un peu en train de transférer un peu ça aussi avec la politique, à me dire, en fait, c'est des politiciens qui te font ce genre de remarques. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des décisions. Ouais, et puis du coup, ça se ressent. Oui. Là où l'avantage de la théorie féministe... Elle a fait des guillemets que vous voyez pas. Mais du coup, ouais, je suis trop renseignée, puis je suis dans un parti féministe, c'est que quand même, au niveau des votes, quand il faut voter, en général, on arrive à avoir une unanimité des Verts sur les questions de genre. Par contre, on a eu tout un débat au Grand Conseil sur la mise à disposition de protection menstruelle gratuite. Ça a vraiment été le débat le plus absurde de ma vie. C'était complètement con. Justement, à droite, c'était vraiment en mode « Ah, mais c'est de la responsabilité individuelle, vous déresponsabilisez les jeunes femmes. » Oui, bon, tout à fait. Mais il y a quand même un type. Pardon, c'était quoi le débat en fait? Alors, Qu'est-ce le qui était débat, en en jeu fait, c'était un objet parlementaire, un postulat qui demandait que l'État mette à disposition, notamment dans les écoles, des protections menstruelles gratuitement. Ok. Pour lutter contre la précarité menstruelle. Est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a de la précarité menstruelle? Alors, c'est difficile de mesurer la précarité menstruelle. Enfin, il y a des chiffres sur la pauvreté des femmes. Les femmes sont globalement plus précaires, elles sont moins bien payées parce qu'elles sont aussi dans des travails qui payent moins, elles sont plus facilement à temps partiel, donc elles ont plus tendance à la précarisation. Et surtout, maintenant, on sait combien ça coûte la protection menstruelle. Ouais. C'est des chiffres qu'on a maintenant, qu'on n'avait jamais, parce que tout le monde s'en foutait jusqu'à maintenant. Donc en moyenne, c'est une 30aine de francs par mois pour des protections hygiéniques menstruelles. Si on est aux minimums sociaux, c'est des minimums sociaux hommes comme femmes. Ah ouais. Si on est aux minima sociaux, puis qu'on imagine le cas un peu extrême où on a une mère et 2 filles, c'est des frais qui ne sont pas pris en compte. 100 francs par mois, quand on est à l'aide sociale, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pour le côté précarité. Puis il y a l'autre côté un peu bêtement pratique, c'est que on n'y pense pas toujours d'avoir une serviette hygiénique ou un tampon sur soi. Et puis quand ça arrive et puis qu'on n'a pas, c'est la merde. Bah oui. Et donc il y avait ces deux aspects dans le débat. Et concrètement, ça a été un débat un peu gauche-droite ridicule, mais il y a quand même un garçon
un professeur un prof d'école qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout le monde en parlait super librement des règles à l'école. Ce postulat, il servait à rien, puis il n'y avait pas besoin de mettre des distributeurs dans les écoles, parce que quand il y a une jeune fille, une adolescente avait ses règles, elle allait le dire à son prof ou à sa prof. Oui, bien sûr. Et d'où il sort ça? Enfin, dans son monde imaginaire. Je pensais que c'était moi qui était, tu vois, genre, je parlais de la gauche progressiste et féministe. Je pensais que c'était moi la plus grande naïve, mais lol! Bah, ce monsieur est quand même de droite, faut l'avouer. Mais c'était complètement débile. Là, moi, j'ai pété une durite. On peut pas laisser dire... En fait, on peut pas laisser dire ça, parce que les débats du Grand Conseil, du coup, ils sont retranscrits. Enfin, genre, pour l'histoire. On peut aller lire. On peut lire depuis 1803. C'est inscrit dans l'histoire que ça a été dit. Et puis moi, j'étais là, je peux pas. Je peux pas que ce soit écrit, je peux pas que personne lui ait répondu. Donc, j'ai décidé de lui répondre. C'était assez drôle parce que ça a été un peu repris dans les médias. En gros, j'ai dit, mais vous vivez dans quel monde? Dans la vraie vie des vrais gens. Désolée, mais quand t'es à l'école, que t'as tes règles et que t'as pas de tampon ou de serviette, tu mets du papier toilette dans ta culotte. Et tu rentres chez toi avec du papier toilette dans ta culotte. Et t'es un peu mal à l'aise parce que t'as peur que ça suffise pas. Exactement. Mais c'est ça la vraie vie. Alors, j'ai quand même dit papier, toilette, culotte et règles dans la même phrase au Grand Conseil. Il y en a 3 qui ont fait un AVC, mais... À peu près. Mais après, il y a tout le monde qui s'est retourné en mode « Waouh, Rebecca, t'as dit ça ?» J'étais pas... En même temps, oui. Bah ouais, c'est un peu l'objet du débat, donc faut un peu libérer la parole, quoi. Mais c'est comme tu disais, Coraline, des fois tu dis un truc qui pour toi n'est pas si radical, et tu vois la réaction. Et les gens, tu vois la réaction, et t'es là, oula, j'ai touché un endroit qui faisait mal, mais je savais pas. Et vraiment, tout le monde était hyper choqué. Ah, c'est bien, t'as eu le courage. Je trouvais pas ça hyper courageux. Je trouvais ça un peu rigolo, oui. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, moi je veux juste rétablir la vérité, puis quand même que ce soit dit justement un peu pour l'histoire, entre guillemets. Mais par contre, je pensais pas que c'était choquant. Rigolo, oui, mais pas choquant. Mais c'était choquant au point que j'ai été reprise dans plusieurs journaux radio. Donc mon extrait, parce que c'est aussi enregistré, donc on peut extraire des bouts. Et je suis passée à Mise au Point la semaine d'après, qui a fait un sujet en insérant ce que j'avais dit. Ce sujet était un peu d'actualité, donc ils allaient faire un sujet, c'est pas que ça. Mais ils ont introduit mon bout, parce que j'avais dit papier culotte et toilette et règles. Puis ça s'est fait ce truc? Est-ce qu'il y a des distributeurs maintenant? Oui, ça a passé à genre 2 voix près. Qu'en gros, ils disaient, mais au fond, c'est pas à l'État de payer pour des protections hygiéniques. Moi, j'ai quand même répondu que du papier toilette, on n'allait pas aux toilettes avec son papier toilette. Ça a apparemment pas trop parlé aux gens. Mais du coup, pour faire passer la pilule, c'était aussi de s'adresser à un public qui, par ailleurs, est pas très riche. Soit les écolières ou les étudiantes ou les gymnasiennes. Et donc ça a passé. Après, maintenant, ils sont en train de faire des projets pilotes. Ça me fait rire, parce que c'est vraiment aussi un peu des trucs de mecs, quoi. Genre, ouais, mais s'ils mettent dans les toilettes, puis que ça bouche les toilettes. Genre, que c'est notre passion dans la vie, quoi. Gueule. Mais on peut toujours les mettre dans les toilettes, même si on n'a pas aux toilettes, en fait. Oui, c'est ça. Puis moi, j'avais vu, parce qu'il y a eu, je sais plus où c'en est, mais en France, c'était aussi un assez gros débat, justement, là-dessus. Puis il y avait justement tous ces trucs, toutes ces questions un peu de, mon Dieu, mais elles vont gaspiller des trucs, puis t'es un peu là, mais tu crois qu'on va faire quoi? Tu crois que je vais mettre 2 serviettes à la place d'une? Tu crois que Kim K, elle fait ça, elle met 5 serviettes au fond de sa culotte, et puis elle vit sa meilleure vie. Ça n'a pas de sens. Puis vous en avez pas marre de faire de la résistance à tout? Ouais. C'est non. Non. Dans votre groupe des Verts, vous êtes moitié-moitié homme-femme, mais du coup, c'est pas le cas général du Grand Conseil. Non, on est un tiers de femmes. Puis uniquement 6, j'imagine, il n'y a pas de personnes trans ou non-binaires. Out, non. Il y a quelques personnes gays. Il y en a genre 3 ou 4, quoi. Sur 150. Il n'y a presque pas de personnes racisées. Il n'y a pas de personnes noires. Donc ça reste blanc, 2 tiers d'hommes, 6 majoritairement hétérosexuels. Exactement. C'était au Grand Conseil, la fameuse connerie raciste il y a 2 semaines, là. Donc c'était la présidente du Grand Conseil, qui s'appelle Laurence Cretonny, qui faisait un discours d'hommage pour le chancelier de l'État de Vaud qui partait à la retraite. Et il se trouve que dans le discours, il y avait des citations de Tintin. Déjà Tintin. Bah, il est fan de Tintin, apparemment. Bon, ok. J'avais pas hyper compris que c'était des citations au début. Enfin, il y avait justement une citation du Lotus bleu plus haut, il y avait un truc sur les Japonais, j'avais pas déjà très bien compris ce que ça faisait là. Et le discours se termine par cette citation de Tintin au Congo. Déjà, tu cites Tintin au Congo, enfin... Que Madame la Présidente a dit avec un accent qui se voulait une sorte d'accent africain, noir, congolais, je sais pas. Dans sa tête, je sais pas ce que c'était, donc ça on peut pas... Mais elle l'a fait avec l'accent qu'elle estimait être opportun. Et qui n'était pas très très adapté. Voilà, mais en fait surtout c'était la fin du discours. Dans les extraits qu'on tournait sur internet, on voit pas ça, mais elle a dit ça. Enfin voilà, après elle a fait un peu vive vous monsieur le chancelier, puis on a tous applaudi. Mais du coup on était tous à se regarder un peu
au final, la personne qu'on applaudissait, c'était le chancelier qui partait à la retraite. Mais n'empêche... T'as quand même l'impression d'applaudir elle. T'as l'impression de l'applaudir elle, donc on était tous très gênés, ce qui fait que le chancelier a probablement pas eu l'ovation qu'il méritait, parce que ça faisait quand même 25 ans qu'il était là, le monsieur. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais ça va pas. Puis en plus, on s'est dit, elle s'est pas rendue compte. Parce que ça, c'est clairement un truc qu'elle s'est pas rendue compte que c'était super raciste. Ouais. Donc là, on s'est regardé un peu en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis on a décidé d'envoyer un peu un émissaire, lui dire que ça allait pas, mais ça a pas suffi. Enfin, disons qu'elle s'est pas rendue compte du problème, quoi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que son excuse et ce truc en général que j'ai vu, c'était en mode ça partait pas d'une mauvaise intention, puis on est un peu là. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on s'en fout pas? On est désolé que t'aies pas mieux renseigné sur la question. Mais au final, le résultat est le même. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme dire, genre, je sais pas, tu coupes la route, tu traverses une double ligne blanche en voiture, tu te fais arrêter par les flics, puis tu dis, je savais pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, puis maintenant, c'est aussi... Enfin... C'est juridiquement admis qu'on s'en fout de l'intention. Ça apporte peut-être une petite nuance à la culpabilité, mais ça apporte pas de nuance au fait que l'infraction, elle existe. Pour le harcèlement au travail aussi, ça a été un peu un changement de paradigme juridique, de dire ce qui compte, c'est le ressenti de la victime et pas l'intention de l'agresseur. J'ai appris récemment. Ah, c'est vrai, ça. Et ça, ça a changé. Ouais. Alors, c'est pas pénal, du coup, c'est civil, mais quand même, c'est quand même une grosse avancée, c'est de dire... Mais en fait, justement, la ligne de défense qui consistait à dire... mais pour moi, c'était des gags et je voulais jamais voulu le harceler. Ouais, mais on s'en fiche. Pour la victime, ça a été reçu comme du harcèlement moral et pas comme des gags. Donc, et puis, bon, après, il y a aussi ce truc où le tribunal, des fois, il dit, mais vous pouvez, arrêtez. Non, vous pouvez pas dire c'était des blagues et puis j'ai pas vu le problème. Enfin, au bout d'un moment, quand on vous a dit 50 fois stop, vous pouvez pas dire ça. Il y a quand même un peu de la mauvaise foi dans ce genre d'argument. Puis toi, au niveau de l'harcèlement sexuel, je sais que tu as eu d'autres incidents aussi, notamment dans des apéros de fin d'année, si tu veux partager 2-3 petits trucs. Ouais, alors clairement, il y a des... Enfin, il y a eu des mains aux fesses, ce genre de choses. Donc il y a vraiment eu des mains aux fesses, quoi. Ouais, voilà, l'apéro de Noël. Et puis c'est ça qui est assez triste, en fait, c'est que le Grand Conseil, c'est un endroit super formel où on fait que de s'engueuler à longueur de journée. C'est le but, mais c'est pas très convivial. Puis les rares moments de convivialité, c'est justement un peu ces apéros et tout. Le premier apéro de Noël que j'ai fait, puis quand je suis partie, j'ai dit au revoir à tout le monde, parce qu'on m'avait un peu dit que c'était la tradition. Puis il y en a 2 qui m'ont mis la main aux fesses, quoi. Puis du coup, j'étais là, ok, j'ai compris. Enfin, en fait, voilà. Je suis pas à ma place. Donc quand tu dis que t'es pas désirable, c'est qu'on veut pas que tu sois là, en fait. Ouais, moi je le prends clairement comme ça. Pour moi, le harcèlement, c'est aussi ce truc de... Tu es chez nous, donc tu t'adaptes à nos règles. Par nous, j'entends les hommes. Oui, d'accord. C'est ce truc où t'es pas désirable. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs occasions. Mais ce truc de dire, mais en fait, on est entre nous, on est entre hommes. Tu n'es pas à ta place. Comment tu le vois concrètement? Donc il y a les mains aux fesses, on est d'accord. Mais comment est-ce que tu vois concrètement que les hommes te disent t'es pas à ta place, en fait, on veut pas de toi? Il y a plusieurs occasions où ces messieurs vont discuter entre eux de trucs qui devraient me concerner. À chaque fois que je court-circuiter pour aller voir un autre mec à ma place, ça c'est clairement aussi un truc où je suis mise de côté clairement sciemment. Et puis il y a plein d'autres un peu petites occasions justement un peu conviviales où récemment je fais partie du football club du Grand Conseil, ça s'y existe. Et dans ce cadre-là aussi, l'ancien coach de l'équipe, maintenant il est ancien, il a refusé de venir au dernier tournoi parce qu'il y avait des non-footballeuses dans l'équipe, puis qu'il se sentait pas de gérer ça, quoi. Et du coup... Toi, tu te sens comme l'emmerdeuse, quoi. T'as fait fuir le coach, en fait. Mais j'assume. L'impact que ça a, c'est clairement qu'il y a vraiment eu ce truc où il a écrit, c'est un message que j'ai gardé, il y a des non-footballeuses, je veux pas venir. Puis... Capture d'écran. Ouais, vraiment. Là, j'ai pris la mouche parce que j'étais un peu là, non, stop, ça me saoule. Et j'ai écrit, vous vouliez que le club de foot soit justement mixte pour qu'il soit plus représentatif, maintenant vous assumez, quoi. Moi, j'ai jamais dit que ça joue au foot. Et voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de s'amuser et puis d'avoir des moments sympas. Si votre but, c'est de gagner... la coupe, vous allez jouer en club, quoi. Puis là, tu te dis, j'ai cassé le truc, parce qu'effectivement, en fait, certains de l'équipe sont venus chercher certaines femmes du Grand Conseil, notamment assez jeunes, mais dans l'esprit, justement, de refaire une équipe mixte, parce que c'était une équipe non mixte depuis longtemps. Et en fait, ça, il y en a qui n'ont pas apprécié du tout que ça redevienne mixte, quoi. Tant pis pour vous. Oui, mais c'est ça, mais c'est tant pis pour toi aussi, parce que c'est un climat où, comme tu dis, on te montre qu'on veut pas de toi, en fait. Ça, et puis tu supportes,
t'as ce truc où, comme tu disais, Lyrsa, on me fait porter le poids de casseuse, enfin je suis la casseuse d'ambiance quoi. Et puis il faut le supporter ce poids. C'est un peu ça qui est pénible. L'expérience d'une femme en politique, c'est un peu ça, c'est de toujours porter le poids, d'être celle qui va casser les pieds, et puis à qui on va faire comprendre qu'elle casse les pieds. Et c'est ce fardeau-là en fait, mais qui est aussi le fardeau d'autres femmes dans des mondes masculins, mais c'est ce fardeau-là qui est un peu pénible, et puis qui est de dire, non seulement j'ai un handicap parce que j'arrive dans un monde masculin, donc je suis considérée comme moins compétente, donc je dois 2 fois plus prouver ma compétence. Bon, ça, on a fini par le comprendre, c'est assez classique. Oui. En plus, je suis plus ou moins objectifiée sexuellement, et en plus, comme je le dis, franchement, là, je casse les pieds. Hein. Tu vas vraiment trop loin. Ouais, non, si l'autre il supporte pas que j'existe, c'est pas mon problème en fait. Je suis une nouvelle chef de groupe, mais il y a encore des alliances ou des discussions stratégiques qui se font sans moi. Soit avec mon prédécesseur, soit avec d'autres membres qui sont effectivement des membres influents, puis des membres anciens de la députation, mais c'est pas les chefs de groupe. Et des fois, il y a des informations que j'ai sur des sujets justement interpartis que j'ai par d'autres membres du groupe. Donc voilà, quelqu'un du PS ou de l'extrême gauche ou même du PLR est allé voir machin, puis machin s'est dit quand même que me dire ça serait une bonne idée. Et ils vont voir d'autres mecs, mais pas toi. Ouais. Quoi. Et puis, est-ce qu'il y a un clivage aussi niveau générationnel ? Ouais, clairement. Moi, je suis plus trop nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 nouveaux députés qui sont rentrés en cours de législature, qui étaient aussi assez jeunes. Et en l'occurrence, avec qui on échange beaucoup sur ces questions d'entre-soi. Ouais. Il y a des femmes et des hommes. Il y a un de mes collègues d'ailleurs qui est gay. Et du coup, on est un peu en mode minorité, même si ça reste un homme quand même. C'est ce que j'allais dire. Mais quand même. Et on discute un peu comme ça. Il y a un certain nombre d'hommes âgés qui ont de la peine avec, avec la relève, avec le fait que ils doivent laisser leur place. En fait, pour beaucoup d'hommes, ils ont l'impression que leur parcours il a été difficile. So cute. Ils se disent ouais, j'en ai quand même bavé pour en arriver là. Et ils ont l'impression qu'ils ont quand même ils ont beaucoup bossé, puis on leur a rien donné sur un plateau. Ah non. Et moi je pense dans leur tête, c'est clair, ils sont sincères là-dedans. Mais du coup, ils ont l'impression que nous on arrive avec avec notre grille de lecture différente. Ouais. Et ça veut dire qu'on demande justement on demande des privilèges, alors que déjà ils voient pas les leurs. Ouais, c'est ça donc. Et puis ils voient pas que justement on demande pas des privilèges, on demande de partir avec les mêmes armes quoi. Ouais. Et ça tilte pas quoi. Donc c'est pas spécifique aux femmes, c'est vraiment la relève. Je pense que c'est pire pour les femmes, on est d'accord. C'est clairement pire pour les femmes. Comme d'hab. En fait, il y a ce truc où on vient prendre leur place et ils ont l'impression qu'on est beaucoup moins légitime qu'eux. Je pense que pour eux, le seul critère qui est rationalisable dans leur tête, c'est l'expérience. Puis ils se disent justement, moi j'ai de l'expérience, elle ou lui qui est jeunet, il en a pas. Et du coup, on n'a pas la même valeur et moi j'en ai plus. Est-ce que tu penses pas que ça parle aussi un peu d'un espèce de cycle infini de domination ? C'est-à-dire que quand eux ils étaient jeunes, ils se sont vraiment bien fait bisuter et puis bien fait taper dessus par des mecs justement aux cheveux blancs qui étaient comme ça la figure paternaliste. Ils se sont ultra soumis à ces mecs-là quand ils étaient jeunes. Maintenant c'est leur tour de dominer. Oui, c'est ça. Puis du coup ils perpétuent juste un espèce de cycle de domination qui existe aussi entre hommes en fait. Ouais, probablement. En fait, leur seule épreuve ça a été ça. Ouais. Donc forcément ils se disent que si nous on n'a pas cette épreuve-là, on n'en a pas. Il y a zéro obstacle. Il y a zéro obstacle. Ouais, c'est ça. Comme ils ont cette vision de la vie uniquement selon leur prisme à eux, du coup tout nous sera acquis. Ils ont un peu l'impression que nos revendications, parce qu'aussi il y a quand même une génération de personnes qui justement ont ces revendications de lutter contre les discriminations, puis de reconnaissance, de lutte quoi. On est en lutte. Mm-hmm. Et il y a toujours eu des luttes, mais c'est vrai que maintenant elles ont de nouveau un peu d'écho. Ouais. Ils ont l'impression que du coup tout nous est dû quoi. Que eux ils ont dû se battre, puis que nous tout nous est dû. C'est vraiment ce discours qui se sont construits parce que eux, je pense que leurs seules épreuves ça a été ça. Pour moi c'est vraiment un discours de vieux con que tu retrouves partout en fait. Nous c'est tellement plus simple. À mon époque on n'avait pas tout ça. Je sais pas, ça se retranscrit à plein de manières différentes. Oui, quoi. et puis cette incapacité à voir que le monde change. Oui, c'est ça, et puis vraiment. aussi de se dire que si c'est pas parce que tu as fait quelque chose dans le passé et que tu fais différemment maintenant que ce que tu as fait dans le passé était invalide. Ouais. C'était valide en fonction de ce qu'on pensait. Tu es ultra gracieuse là, je trouve. T'es vraiment cool en fait. T'es vraiment empathique. Gens, ouais, mais bravo, t'es vraiment empathique et tout. Genre, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça et tout. Non, c'est cool. Non, en fait, ce qui m'agace, c'est leur entêtement.
Ça, je trouve vraiment lourd. Mais de se dire que naturellement, t'as un peu cette pensée de la sagesse doit renseigner aux jeunes, bon, pourquoi pas. Ce qui est pénible, c'est cet entêtement à nier le fait qu'on peut avoir d'autres parcours de vie, d'autres expériences, des expériences des expériences diverses. Et puis aussi que, oui, on est jeune, et puis en fait, c'est ça qu'on veut aussi. C'est une diversité dans les décisions. Cette façon qu'ont les vieux hommes blancs de toujours croire que le fait qu'on existe, ça les remet en question, c'est un peu pénible, quoi. Ouais, et puis j'ai l'impression que tellement ils ont l'habitude d'avoir tout pour eux, que dès que tu parles un peu d'autres questions, ils ont l'impression qu'on envahit le monde avec d'autres questions, ça. Alors que ça reste marginal, en fait, la lutte. Le fait qu'on existe les dérange. Ouais. Ils se sentent moins légitimes, ne serait-ce que parce qu'on existe. À chaque fois, ils sont là, oui, moi, ça fait 22 ans que je suis au Grand Conseil, et blablabla. Puis moi, je suis pas là, mais moi, il y a 22 ans, j'avais 8 ans. Enfin... Oui, désolé. Tu veux quoi en disant ça ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est quoi le point de dire ça ? Pour moi, c'est vraiment un peu l'argument des derniers cours aussi, tu vois. Peu rien à dire, mais j'ai de l'expérience. Puis t'es un peu là, ouais, mais si ça t'amène pas d'argument maintenant, C'est vraiment ça. Et puis, pour ces gens-là, des jeunes femmes, c'est encore pire, mais même des jeunes hommes, ça passe pas. Il y a des gens qui se sont définis. Je peux comprendre que si ça fait 22 ans que t'es député, ça fait partie de ton identité, quoi. T'as de la peine à tourner la page parce que ça fait partie de toi. Et c'est un peu le problème de l'encroûtement politique. Ouais. Ça fait partie de toi, tu es cela, si tu es cela, si t'arrêtes, t'es plus. Et c'est pour ça que notre existence les met en danger. Pour eux, je pense vraiment que c'est un danger, dans le sens où c'est existentiel, quoi. En tant que mec blanc, tu ramasses des privilèges tout le long de ta vie, en fait. Sauf parcours méga accidenté, voilà. Ouais. Plus le temps passe, t'as plus de richesse, plus de respect, plus de privilèges. On sait que les hommes, en plus, qui vieillissent, ils sont mieux respectés par la société. Et ça me fait penser à une citation de Gloria Steinem qui est super, parce qu'elle dit les femmes sont le seul groupe qui devient plus radical avec l'âge. Puis qu'elle dit justement les hommes, peut-être qu'ils ont une jeunesse un peu rebelle, ou ils remettent un peu les choses en question, mais une fois qu'ils rentrent dans le système, tout se passe de mieux en mieux pour eux, en fait. Les promotions, les salaires, le statut, le ci, le ça. Donc en fait, du coup, ils sont de mieux en mieux dans leur position, de mecs blancs, députés dans ce cas-là, ou chefs d'entreprise, ou n'importe, en fait, qu'ils n'ont plus aucune raison de questionner le système parce que ça les réussit, en fait. Alors que les femmes, elles ramassent, et puis du coup, elles deviennent... Enfin, moi, je le vis, moi, en tout cas, je suis comme ça. Plus le temps passe, plus je suis vénère, en fait. Ouais. Parce que tu prends des trucs dans la gueule. C'est à ça que ça m'a fait penser quand tu nous as raconté ça, en fait. C'est que ces hommes blancs, ils ont des privilèges. C'est pour ça que tu disais, ils aiment pas le concept de la relève. Genre, c'est qui ces jeunes qui vont me remplacer ? Qui vont prendre ma place, quoi. Ma place, c'est moi. Ouais, ça c'est chaud, ouais, c'est vrai. C'est chaud. Et puis c'est des gens qui arrivent pas à envisager que ça soit plus difficile pour d'autres. C'est vraiment mon complet d'empathie, puis de capacité à imaginer d'autres parcours, quoi. Mais ça, c'est trop dur à... Pour moi, c'est trop dur à réaliser sur des politiciens. Tu me dis, quelqu'un qui prend des décisions pour une grande communauté a de la peine à avoir de l'empathie, à imaginer d'autres parcours... Ouais, j'avoue. On est screwed. Enfin, d'ailleurs, on l'est. On s'en doutait un petit peu quand même. Déjà, le fait qu'ils ont de la peine à être définis comme hommes blancs. Quand tu dis, oui, mais vous êtes des hommes. Ah, c'est sexiste ce que tu viens de dire. Non, ceci ne peut pas être sexiste. Te définir comme homme n'est pas sexiste. À chaque fois que je pointe un comportement d'homme dominant, je fais du sexisme. Ça me fait penser à une phrase que... D'ailleurs, peut-être que je l'ai déjà citée sur ce podcast, je ne sais plus. Qui m'avait beaucoup fait rire, où c'était écrit genre si tu t'es pas fait traiter de raciste, c'est que t'es pas assez antiraciste. et je pense que ça s'applique tout à fait au sexisme. Ouais. Genre si personne t'a dit que t'étais sexiste, anti-homme, c'est que t'étais pas assez anti-sexisme. Ouais, c'est probablement assez juste. C'était pas mal. Je pense que c'est vrai. Alors merci beaucoup. On est très contente de pouvoir un peu parcourir, de pouvoir voir un peu différents parcours professionnels déjà de femmes, et puis la politique, c'est vrai que ça nous tenait bien à cœur, donc on est très contente. T'es accepté gracieusement de venir avec nous. Ouais, on a vraiment de la chance, merci beaucoup. Merci à vous, c'était trop cool. C'était cool pour toi ? Vraiment cool, on est contente. C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé. On distribue et produit de manière indépendante. La musique a été faite par Les Poissons sans bicyclette. Le graphisme par Lumiel, qui est une agence graphique basée à Tirana, Albanie. On vient du cœur de Lausanne. Et c'était Coraline et Lirza. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye.